Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus. Avec un œil affûté, il décortique et questionne le 7e art entre chronique, analyse, interview. Sur sa chaîne YouTube, Sofiane fait son cinéma et réinvente la critique loin des salles traditionnelles. Il est notre influenceur du jour et son portrait sera à découvrir dans un instant. Quant à notre sujet du jour, il devrait quelque peu vous replonger en enfance puisque l'on va parler d'un secteur créatif qui a dû faire émerger quelques héros de votre jeunesse. Et pour ce faire, on en parle avec notre invitée Hélène Moinery. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dessinatrice et réalisatrice en cinéma d'animation et également directrice et fondatrice de l'Animéa. On va découvrir tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord, vous le savez, c'est le focus. Et on reste dans le même univers puisque vous allez découvrir le travail d'un amoureux du cinéma pas comme les autres. Il s'appelle Sofiane, il détourne les grands classiques à sa sauce et fait rire des millions d'internautes entre doublage parodique, analyse décalée et surtout beaucoup d'amour pour le 7e art. Il est notre focus du jour présenté aujourd'hui par Dylan Coller. Alright, c'est parti. Allez, on fait un tour du côté du 7e art avec Sofiane, de son vrai nom Sofiane Boudouni, le cinéphile ultra connecté du YouTube francophone. Depuis la création de sa chaîne en 2012, Sofiane partage sa passion. Acteur, réalisateur et vidéaste, ce Nîmois de 30 ans sait de quoi il parle. Depuis tout jeune, il s'exprime aussi bien devant que derrière la caméra. Mais c'est à la suite d'un concept novateur qu'il se fait vraiment connaître. Revisiter les grands classiques du cinéma avec des doublages complètement décalés. Résultat, des millions de vues, des fous rires et une communauté fidèle. Aujourd'hui, on va doubler avec Seb. Attends, faut que je explique le concept. Ah, pour tous ceux qui n'ont jamais vu ça? Mais oui. Ah, ouais, vas-y. Le concept, il est très simple. On va prendre le film, on va couper le son et on va doubler par-dessus, mais en impro. Rien n'est préparé, rien n'est écrit. Donc on va dire un peu des bêtises. Pardonnez-nous pour ça. Après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais Harry Potter 4 de la même manière. Et Tant pis pour vous. tant pis pour vous. Désolé. Fallait pas, faut partir. Avec plus de 2 300 000 abonnés à ce jour, des collaborations avec les grands noms du web et une énergie débordante, Sofiane est définitivement le prof de cinéma que l'on rêverait tous d'avoir. Mais attention, son contenu se veut également bien plus instructif. Une grande majorité de ses vidéos est également dédiée à la technique. Il décortique les effets spéciaux, explique les bruitages, démonte les clichés hollywoodiens, le tout avec clarté et beaucoup d'autodérision. Et pour garder le lien avec sa communauté, des tournois interactifs de films et personnages cultes. À vous de voter, à lui de les commenter. C'est parti, on commence tout de suite avec le premier duel. On est au premier tour et au premier tour, on retrouve deux acteurs incroyables. Ça commence très fort. Brad Pitt qui tombe face à Al Pacino. Mais non. Brad Pitt, Al Pacino. En vrai, est-ce qu'il y a vraiment débat? Bah si, il y a débat quand même, il y a débat de ouf. Brad Pitt, gros. Ouais, Brad Pitt, mais bon, Al Pacino, la légende. Al Pacino, Serpico, Le Parrain. Moi, je dirais Al Pacino. Les amis, vous avez voté et en effet, vous avez préféré Brad Pitt. Mais non. Putain, Brad Pitt, waouh. Vous l'aurez compris, avec Sofiane, le cinéma devient une affaire sérieuse. Alors si vous aimez les films, les fous rires et les formats malins, vous avez trouvé la personne à suivre pour découvrir le vaste monde du cinéma comme vous ne l'avez jamais vu. Et on continue avec le cinéma, ou plutôt les dessins animés, puisque si je vous parle d'Inspecteur Gadget, de Ladybug, en passant par les Totally Spies, Lucky Luke ou encore Tom et Jerry, eh bien rares sont ceux qui n'ont jamais profité des plaisirs d'un bon dessin animé. Mais vous êtes-vous déjà demandé qui se cache derrière ces créations, toutes ces petites mains qui se sont activées pour vous faire rêver? Vous l'aurez compris, hein, on va parler cinéma d'animation dans cette émission, et aussi d'intelligence artificielle, c'est tout de suite dans le talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Moinery, dessinatrice et réalisatrice en cinéma d'animation et également directrice et fondatrice de l'Animéa. Merci d'être avec nous, Hélène. Merci. Alors, avant de parler d'intelligence artificielle, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous, à savoir plus précisément votre métier, hein, puisque je le disais en introduction d'émission, on a toutes regardé des dessins animés dans notre vie, mais on ne pense pas toujours à la manière dont ils ont été créés. Alors, quel est le quotidien d'une dessinatrice et réalisatrice en cinéma d'animation? Alors, le côté dessinatrice, c'est quand on s'insère dans toutes les étapes de fabrication d'un dessin animé, d'une série ou d'un long métrage. Eh bien, on reçoit... Alors, moi, je suis plutôt à l'étape du dessin de décor.
quand je travaille sur un projet. Et on reçoit le scénario, on lit le scénario, on a déjà des directions artistiques et on travaille avec le réalisateur et réalisatrice pour imaginer les environnements dans lesquels les personnages vont évoluer. Et puis quand on travaille sur un court-métrage, parce que ce que j'ai réalisé c'était plutôt du court-métrage d'auteur, bah là par contre on embrasse toutes les étapes de fabrication, on pense à l'histoire, à toute l'esthétique qu'on veut donner, la technique qu'on veut apporter, comment on veut raconter cette histoire jusqu'au montage final. Bon, alors ça, c'est ce que vous faites, mais il existe bien évidemment une palette de métiers dans le cinéma d'animation. On ne va pas en faire une liste exhaustive, bien évidemment, sinon ça nous prendrait certainement toute l'émission. Mais est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns tout de même? Oui, c'est très segmenté. On est dans un métier très segmenté. Donc, les scénaristes, les auteurs graphiques, donc on a les auteurs littéraires et les auteurs graphiques, les métiers de la production aussi, ceux qui vont aller chercher les financements et s'assurer que le projet va être mené à bien. Et puis, alors une fois qu'on a l'identité de l'image et l'histoire, et bien ensuite il y a toute une chaîne, effectivement, le storyboard qui va être vraiment la mise en scène. Ensuite, l'animation des personnages, donc création des personnages, création des décors, au trait. Donc, on a les dessinateurs et dessinatrices qui dessinent, mais ensuite les coloristes, ce sont deux métiers différents. C'est pas la même personne qui fait les deux, sauf si on est dans une économie effectivement du court métrage où là, la personne peut faire les deux. Mais voilà, tous ces métiers, l'animation, le compositing, le montage, voilà. Bon, ça, ce sont des métiers finalement qui sont très artistiques, mais aussi très techniques. C'est cet équilibre qui fait la richesse du secteur? Oui, c'est vraiment la technique. Et puis, c'est un travail d'équipe, en fait. C'est très segmenté, mais ce qui est intéressant, justement, c'est pas d'être seul face à son dessin ou son animation, mais c'est de travailler avec les autres, savoir ce qui s'est fait avant, ce qui s'est fait après, et très technique, effectivement, parce qu'on doit suivre toutes les évolutions technologiques qui vont nous aider, fluidifier et pouvoir libérer la créativité, parce que l'évolution technique, c'est pas seulement faire des économies pour pouvoir financer tous ces projets, mais c'est aussi pouvoir libérer la créativité. Est-ce que justement ce sont des métiers qui ont beaucoup évolué au cours des dernières années? Je ne parle pas encore de l'intelligence artificielle générative, parce que ça, on va quand même passer un bon moment là-dessus, mais j'imagine qu'effectivement, le métier, il était complètement différent il y a 20 ans de ce qu'il est aujourd'hui. Ouais, alors les étapes de fabrication, finalement, elles restent quand même les mêmes, mais les outils, oui, évoluent. On a un événement chaque année entre écoles et studios d'animation, d'ailleurs, c'est à Angoulême tous les ans, ça s'appelle les Radiraf. Et les Radis, justement, ce sont les rencontres qui nous permettent de suivre l'évolution technique. Alors moi, je suis plutôt de l'animation 2D, qui a une évolution technique moins importante que les métiers de la 3D, de la réalité virtuelle, etc., des VFX, des effets vidéo. Mais on va de plus en plus, et depuis plusieurs années, vers vraiment une hybridation où à chaque projet, justement, on va aller chercher quels outils va nous permettre de rendre l'univers graphique qu'on veut donner. Et donc, du coup, on a tous ces outils. Il n'y a plus une séparation comme il y avait au moment où la 3D est arrivée. Il y avait vraiment une séparation entre un film d'animation 3D, un film d'animation 2D. Maintenant, les deux sont vraiment imbriqués. Et c'est quelquefois bien difficile de discerner les choses. Alors justement, j'en profite pour vous poser la question sur la 2D, la 3D. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un univers qui prend peut-être plus le pas sur l'autre? Est-ce que la 3D est en train de grignoter la 2D? Parce que je pense que toutes les personnes de ma génération et peut-être celles d'avant, quand on voit les dessins animés aujourd'hui, on se dit « Oh là là, mais ceux qu'on avait avant, ils étaient super en 2D. » On a l'impression qu'il y a de la 3D partout. Est-ce que c'est une impression ou c'est une réalité? C'est une impression. Il y a eu effectivement une grande part effectivement, de l'industrie qui s'est tournée vers la 3D. Mais la 2D, il y a un équilibre qui se fait parce que d'abord, la 3D, ce sont des coûts, en fait. Pour l'économie du court-métrage, par exemple, ou des séries de plus petit format, eh bien, la 3D, ça demande de modéliser tous les éléments qui vont apparaître. Et donc ça prend du temps. Et alors qu'en 2D, finalement, on dessine, la modélisation, elle prend
peu de temps de travail et tout de suite on anime. Donc, et en fait, je pense que l'humain se lasse très vite, en fait, Oui. de tout ce qu'il voit, de tout le flux d'images auquel voilà, on est confronté. Et retrouver des images 2D, de cet aspect, même si ce n'est pas du vrai dessin traditionnel, ce retour à la matière, voilà. Donc en fait, c'est un équilibre. Les studios d'animation 2D, 3D se sont mis à la 2D. Les écoles qui faisaient que de la 3D fixe ont intégré des programmes de formation en 2D. Voilà. Ça s'équilibre plutôt Ouais. bien. Alors pour en revenir finalement à tout ce que vous faites, en plus donc, d'être dessinatrice et réalisatrice en cinéma d'animation, vous avez décidé de porter une nouvelle casquette il y a quelques années, c'est celle de directrice d'une école qui s'appelle l'Animéa. Vous nous en dites quelques mots? Alors oui, c'était maintenant l'école a 7 ans, l'Animéa. On est basé en Normandie, près de Rouen. Près de la ville d'Elbeuf, Côte-Bec-les-Elbeuf, je vais le dire, parce que c'est une petite ville, mais dont on peut entendre parler de temps pas mal, et en tout cas qui est très dynamique, et basée effectivement en Normandie, parce que c'était une grande région, un territoire où il n'y avait pas d'école, de formation dans ce secteur, alors que... fin des années, juste avant 2020, il y avait vraiment une grosse tension des métiers sur ce secteur et très bien situé parce que pas loin de Paris. Donc, on donnait la possibilité à des jeunes en région de se former bien, d'avoir accès à une formation de qualité sans avoir tous les coûts de la vie parisienne ou de la vie dans une grosse métropole où il va y avoir des loyers, voilà. Bon. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on regarde rapidement la bande-annonce de votre école pour comprendre un petit peu mieux l'univers de l'Animéa. Bon voilà, on comprend un petit peu mieux effectivement l'univers de l'Animéa. Donc on le rappelle, une école en Normandie. On profitera de votre expérience au cours de cette émission de directrice pour parler un petit peu de l'offre de formation et de la manière dont l'intelligence artificielle aussi vient bousculer toute cette partie-là. Ça sera plutôt en seconde partie d'émission. Mais avant de parler d'IA générative, j'aimerais qu'on parle d'IA tout court, puisque selon une enquête du CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée, 70% des studios utilisent des outils d'IA, là où 57% seulement, j'ai envie de dire, utilisent des outils d'IA générative. En fait, ce qu'il est important de rappeler, c'est que l'IA classique, ça fait longtemps qu'elle existe dans votre secteur. À quoi elle servait jusqu'à présent ? Bon, en fait, elle est intégrée dans les outils. Alors moi, je connais pas bien je connais pas la 3D, c'est pas mon domaine, donc je pourrais pas expliquer voilà tout ce qui est Maya, etc. Il devait y avoir déjà effectivement des outils IA intégrés. Nous, sur la suite Adobe, Premiere, Photoshop, Animate, effectivement, il y a des outils IA qui étaient intégrés, mais on s'en rend pas forcément compte en fait. C'est dedans. Et nous, à l'Animéa, on utilise aussi, parce que dans les studios, c'est très utilisé, c'est Toon Boom Harmony, et qui commence effectivement, ou Storyboard Pro pour les storyboarders, qui est intégré du type, on a un scénario, et bien il y a les dialogues qu'il faut intégrer dans le storyboard. Bon, il y a un petit outil qui est facile et qui permet d'intégrer les dialogues au storyboard directement. Voilà, mais c'est des facilitateurs.
c'est rentré à chaque année, on a les nouvelles versions et on se rend compte qu'effectivement, l'outil évolue. Mais alors, ça signifie qu'avec l'arrivée de l'IA générative, on est un petit peu dans une continuité de ce qui se faisait avec l'IA, ou alors est-ce qu'au contraire, c'est perçu comme une crainte dans votre secteur, au même titre en fait que tous les secteurs créatifs? Oui, alors en tout cas par les techniciens et les artistes, oui, c'est perçu vraiment comme une crainte. Il y a des freins même, je pense. Dans les studios, il y a encore très peu d'utilisation de l'IA générative parce que voilà, il y a des réticences des artistes qui travaillent sur les projets, qui ont peur à juste titre d'être remplacés. Il y a des peurs aussi de se faire voler ces créations. Mais de toute façon aussi, c'est l'IA générative le grand frein, même en tant que pour une société de production. C'est qu'il y a le problème de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur n'est pas réglé. Et donc, comment créer un film sans être certain que les images qui ont été produites appartiennent bien à la personne qui a prompté finalement. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est effectivement un sujet dont on va parler en seconde partie d'émission, là encore, puisqu'on va devoir partir en pause. Mais effectivement, dans les différentes enquêtes que j'ai pu consulter pour préparer cette émission, c'est vrai que ça, c'est une des craintes qui ressort, tout le côté éthique et la législation et les droits d'auteur. Bon, comme promis, on part en pause et c'est sur la planète Tech qu'on se retrouve. Bon, c'est pas du cinéma d'animation, c'est pas des dessins animés, mais c'est quand même de la vidéo et c'est ce qu'on retrouve de meilleur sur Internet, c'est la sélection de Dylan Coller. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear. Et nous voilà de retour sur
sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité, bien évidemment, Hélène Moinery, qui est donc dessinatrice, réalisatrice en cinéma d'animation et également fondatrice et directrice de l'école L'Animéa. On parle ensemble de cinéma d'animation et on continue à le faire dans la seconde partie du talk. Alors Hélène, juste avant de partir en pause, on a commencé à évoquer ensemble un petit peu comment l'IA générative impacte le secteur du cinéma d'animation, le fait qu'aujourd'hui, finalement, c'est un petit peu une technologie de rupture par rapport à l'IA classique qui était déjà utilisée dans le cinéma d'animation, dans le sens où l'IA générative, elle peut créer, et c'est un petit peu le problème aujourd'hui, c'est un petit peu là que se concentrent toutes les craintes pour les différents artistes et techniciens de ce métier. En revanche, l'IA aujourd'hui, dans tous les métiers, elle est vendue finalement comme un outil qui nous permet de finalement gagner du temps sur des tâches répétitives à faible valeur. Ça veut dire qu'a priori, y compris dans le secteur de l'animation, ça pourrait permettre de dégager du temps. Vous l'avez dit aussi en première partie d'émission, peut-être pour justement laisser plus de place à la créativité. C'est ce que j'espère et c'est ce qu'on espère tous. Effectivement, on est en plein festival de Cannes. Il y avait le président d'Animage qui disait effectivement qu'il allait largement utiliser l'IA pour ses productions. Espérons que ce ne soit pas juste pour une économie, mais il disait effectivement que c'était pour libérer la créativité. Donc on espère tous que ça va aller dans ce sens-là. Déjà, aux étapes de recherche graphique, effectivement, il y a des auteurs, autrices, réalisateurs, réalisatrices qui vont l'utiliser justement pour, comme on a Pinterest, on va aller chercher des références. Voilà, l'IA générative va pouvoir servir à ça. Peut-être tester aussi plusieurs idées. L'entraîner sur ses propres créations. Voilà, ça c'est du moment que c'est bien mentionné, qu'on sait effectivement après pouvoir si c'est à l'étape de recherche et que ce n'est pas ensuite dans la fabrication, la question effectivement de la propriété intellectuelle est moins problématique. Mais voilà, après le tout c'est de savoir pouvoir effectivement un prompt. Le garder en archive parce que effectivement le jour où on est confronté à ce que retrouver les images qui ont été utilisées, générées, comment on va pouvoir remonter le fil, voilà. Bon, ça pose encore effectivement des problèmes. Mais alors, ce qui est curieux, donc on comprend, c'est que finalement tout n'est pas à jeter avec l'IA générative. De toute façon, elle est déjà là, donc il va falloir apprendre à travailler avec elle. Mais ce qui est curieux, c'est que toujours selon le baromètre du CNC, qui interroge à la fois les studios de production, les studios de VFX, donc les effets vidéo, visuels, et les studios d'animation, c'est que les studios d'animation sont les moins satisfaits de ces outils. C'est moins de 50% pour des questions notamment de qualité des images générées, pour la reproduction aussi des biais. Là, on a effectivement à l'image un petit peu les explications. Ça signifie qu'en fait, en l'état, l'IA générative, elle ne constitue pas encore vraiment une menace. Non. Pas encore. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure des rencontres des Radiraf d'Angoulême. On a un collectif qui s'appelle Creative Machine, qui est un observateur, effectivement, dans notre secteur de l'animation et des VFX de l'IA. C'est un collectif qui a été lauréat de la Grande Fabrique du cinéma et qui travaille avec des chercheurs, l'INRIA, l'université. Et régulièrement dans l'année et depuis plusieurs années, ils font ce qu'ils appellent des ateliers, des laboratoires en fait, où il y a des petites équipes qui sont constituées pour réaliser des courts-métrages complètement de A à Z avec l'IA. Et à chaque fois, le lendemain de ces laboratoires, quelles conclusions, qu'est-ce qui évolue, et ce qu'on a constaté au dernier laboratoire, c'est que d'abord au niveau de la vidéo et de la 3D, les résultats étaient plutôt assez probants, même très bluffants, parce que l'IA générative, en fait, il y a beaucoup plus de données disponibles
en vidéo et en animation 3D. Et en animation 2D, par contre, les résultats n'étaient pas du tout satisfaisants. Enfin, on voit des visages qui se déforment au moment où on doit se tourner. Ou voilà, il y a encore des problèmes comme ça. Et puis, ce qui était aussi rassurant, en tout cas moi, quand j'ai vu la conclusion de ce laboratoire, c'est que finalement, ce sont les équipes constituées de professionnels du secteur, parce qu'il y avait des équipes faites d'étudiants qui sont en formation ou amateurs, et des équipes de professionnels, et ce sont finalement les équipes de professionnels qui savent le mieux diriger l'IA. Et donc, qui avaient les meilleurs résultats. Donc, ce qui est rassurant, c'est que finalement, la formation, les fondamentaux, il faut les avoir. Voilà, donc le créateur, le technicien derrière qui va prompter et qui sait déjà ce qu'il veut générer, c'est important. Voilà. C'est en ça que c'est rassurant, il va pas un complet remplacement. Les métiers évoluent. Effectivement, gagner du temps sur des tâches répétitives pour gagner en créativité, ça c'est intéressant. Et voilà, ce qui est rassurant, c'est que finalement, ce sont les créatifs et ceux qui ont la connaissance de qui obtiennent les meilleurs résultats. Et justement, ça nous permet d'arriver tranquillement à ce qui est un petit peu le cœur finalement de cette émission, c'est l'école, c'est la formation. Et tout ça, forcément, l'IA, ça a un impact sur la formation. Déjà, du côté des élèves, j'imagine qu'ils sont peut-être un petit peu moins nombreux à se lancer aujourd'hui dans l'animation par crainte. Oui, moins de candidatures dans toutes les écoles, ça c'est en ce moment, parce qu'effectivement, par crainte, en se disant que finalement, apprendre un métier où l'IA va remplacer toutes ces tâches, à quoi bon ? Moi, du coup, pour l'école, en tout cas à l'Animéa, j'ai fait le choix justement de renforcer encore plus, d'autant plus, tous les savoirs, donc les fondamentaux. Je parlais vraiment des bases de comment on écrit une histoire, de la dramaturgie, comment on compose bien une image. Enfin voilà, tout ça, c'est vraiment des fondamentaux. Le dessin et aussi toutes les techniques traditionnelles qui vont nous ramener sur du concret, du travail humain, qui peut pas être papier remplacé. découpé, animation sur banc titre, de l'exploration animée du sable. Parce que, en fait, ce qui est génial en animation, c'est que tout est animable. Là, il y a le micro devant moi, je pourrais m'amuser. D'ailleurs, il y a un super film de Norman McLaren avec un micro qui est très, très drôle. On pourrait s'amuser à ce que ce micro devienne vivant et ce qui s'anime et ce qu'on discute ensemble et que ça devienne vraiment un personnage. Et c'est ça qui est super. Et à quoi bon le modéliser, perdre du temps à le modéliser en 3D, Bien en sûr. fait. C'est lui, il est concret, il est là. Et donc, ouais, l'Animéa, en fait, on fait le choix vraiment d'aller... d'autant plus dans ces métiers fondamentaux, traditionnels, de recherche, d'expérimentation. Bon, je crois que le message est passé finalement du coup pour les potentiels élèves qui pourraient nous regarder, c'est que l'animation, elle est loin d'être perdue. On n'est pas encore arrivé au moment où tous les humains seront remplacés par des machines. Bien au contraire, il y a de la créativité, ça qui ne pourra jamais être remplacé. Et justement, vous avez fait le choix à la fois de renforcer toutes les bases, tous les fondamentaux. Mais est-ce que, d'un autre côté, vous avez aussi décidé d'inclure un petit peu d'IA pour ne pas vous laisser dépasser par ces outils et offrir aux élèves la possibilité de les maîtriser en arrivant en entreprise ? Alors, je n'ai pas encore inclus l'IA vraiment dans des enseignements. En revanche, l'an dernier, par exemple, un étudiant a fait un film en animation stop motion. Donc là, vraiment, on était dans la fabrication de marionnettes. Et régler un mouvement de caméra et se servir de l'IA à ce moment-là, quand on a un problème, on ne va pas refaire tout le plan parce que c'est compliqué. Et donc, le recours à l'IA, il est intéressant. Tant qu'il est justifié, oui, aucun problème. Voilà. Et petit à petit, ça va être plutôt, effectivement, aller vers l'expérimentation. Mais c'est vrai que, comme je disais pour les gens qui travaillent dans les studios d'animation, où il y a quand même beaucoup de réticence, je vois aussi des étudiants qui sont très réticents à utiliser l'IA, aussi pour des raisons écologiques.
On a en plus des obligations même d'éco-responsabilité. Alors on a éco-production, c'est le CNC qui impose maintenant effectivement de calculer l'empreinte carbone de toutes les productions. Et en même temps, on utilise l'IA, donc oui, ça vient qui est en effectivement contradiction. extrêmement Oui, coûteuse. oui. Donc c'est peut-être ça finalement, c'est peut-être l'écologie qui va sauver le cinéma d'animation produit par des humains. Merci beaucoup Hélène Moinery d'avoir été avec nous. Merci aussi aux équipes en régie et à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission et surtout merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite et d'ici là, portez-vous bien.